Bien, donc bien, merci à tous d'être là donc, pour cette 5e session qui clôturera la journée, avant les sessions bien sûr de demain matin et après-midi. Donc cette 5e session s'intitule Théologie du voyage spatial, Star Trek et Battlestar Galactica. Et deux intervenants vont intervenir ici. Tout d'abord, Monsieur Renaud Rochette, et puis ensuite Jessica Lombard, et le répondant des intervenants sera Gemma Serrano. Donc, je vais introduire brièvement Monsieur Rochette, et puis je reviendrai entre deux pour Jessica. Donc, rapidement, Monsieur Renaud Rochette est donc agrégé d'histoire et docteur en histoire. Il est responsable formation et recherche à l'Institut d'études des religions et de la laïcité de l'École pratique des hautes études. Et ses recherches portent, il nous montrera, plus particulièrement sur le christianisme, en particulier le christianisme orthodoxe, et plus récemment le religieux fictif dans la fiction spéculative. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez 30 minutes. Ouais, je vais essayer de ne pas exploser le temps. Bien, bonsoir à tous. Merci de m'avoir déjà invité à m'exprimer sur ces sujets passionnants. Donc, vous allez le voir, si j'ai appelé ça la Providence dans l'espace, c'est que pour que la série retombe sur ses pieds, on a besoin d'un coup de pouce de la Providence. Et je crois que mon exposé aussi aura besoin d'un coup de pouce de la Providence pour retomber sur ses pieds. Alors, quand il est question de religion dans la science-fiction, il est difficile de ne pas évoquer Battlestar Galactica. La première série, donc il y a deux séries. La toute première a été diffusée pendant la saison 1978-1979, a subi tout un tas de critiques que je vais vous épargner, mais donc n'a duré qu'une saison. Mais l'intérêt, c'est que dès cette première saison, on avait des éléments religieux qui volaient un peu sous les radars, mais qui étaient très importants. En effet, le créateur de la série, Glenn Larson, est un mormon. Et un certain nombre d'éléments de la théologie mormone ont été infusés dans la série. Alors, on en retrouvera quelques-uns par la suite. Cette série a duré peu longtemps, mais elle a marqué les esprits. Il y a eu de nombreuses tentatives de résurrection, si j'ose dire, de Battlestar Galactica. Alors, soit une suite, soit un remake, un reboot, etc. Et finalement, c'est Ronald Moore et David Icke qui, au début du XXIe siècle, sont à l'origine de ce qu'ils appellent une série réimaginée, donc diffusée entre 2003 et 2009. On verra pourquoi réimaginer et pas juste un remake. Alors, dans la mythologie de Battlestar Galactica, pour bien comprendre, l'humanité est née sur la planète Kobol. Un emprunt au mormonisme, c'est l'image du dessous, puisque ça, c'est la cosmogonie mormone, puisque la planète Kolob, vous voyez, c'est très fin comme adaptation, la planète Kolob, c'est l'étoile la plus proche de Dieu, ou la planète. Ce n'est pas très clair dans les esprits des pères fondateurs, mais donc il y a cette idée que voilà, Kolob, c'est proche du trône de Dieu. On va retrouver cette idée dans Kobol, la planète sur laquelle l'humanité originelle vivait près des dieux. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est présent dès le départ, dès la série originale. Il y a une catastrophe qui se produit sur cette planète Kobol, et donc les 12 tribus d'humanité vont émigrer dans un nouvel endroit, et créer ce qu'on appelle les 12 colonies, dont les noms sont inspirés du zodiaque. Alors, on retrouve la même idée dans la série réimaginée, et dans les deux cas, il va y avoir une 13e tribu. Vous voyez, c'est comme les 3 mousquetaires, les 12 tribus sont en fait 13. La 13e tribu choisit un autre chemin. Donc, au lieu d'aller peupler le même endroit, ils vont choisir de partir loin dans l'espace vers la Terre. Et donc, la Terre, dans le monde de ces 12 colonies, devient un lieu mythique sur lequel se trouvent des frères éloignés et sur lesquels on va se retrouver. Alors, ouais, les 12 colonies version réimaginée, c'est-à-dire c'est un système très compliqué avec 4 étoiles qui tournent les unes autour des autres. Et donc, vous avez les 12 colonies avec leur drapeau idéal. Alors, cette humanité a des ennemis. Les ennemis, ce sont les Cylons. Ce sera le terme qui va être utilisé de manière habituelle pour désigner les robots. Vous verrez rarement le terme robot. En fait, Cylon a cette équivalence. Alors là, vous avez ici une différence majeure entre la série originale et la série réimaginée, puisque dans la série originale, les Cylons, au départ, c'est une autre race, une civilisation reptilienne qui a été détruite et remplacée par ses propres robots. Et depuis, ces robots sont en guerre avec l'humanité. Dans la série réimaginée, il n'y a pas d'aliens. Ça n'existe pas. En gros, il se passe à peu près la même chose. L'humanité a créé des Cylons, donc des robots, des intelligences artificielles. Classique, les robots se révoltent, guerre terrible, et puis les Cylons disparaissent.
pour faire autre chose. Et 40 ans plus tard, dans la version réimaginée, ils reviennent pour tout détruire, donc, et tout génocider. Dans la version originale, c'est la fin d'une guerre de 1000 ans où finalement ils arrivent à détruire les 12 colonies au cours d'une embuscade. Après, le point est commun. Ce qui va se passer, c'est que les survivants de cette attaque massive sur les 12 colonies, une poignée de survivants, fuient dans les quelques vaisseaux civils disponibles et surtout sont protégés par le dernier navire militaire disponible, ce qu'on appelle un Battlestar, donc le Galactica. Alors vous voyez, en haut, vous avez l'original et en dessous, vous avez le réimaginé. Donc petit changement de design, mais quand même, l'idée est à peu près la même. Donc là, avec les quelques éléments de base, l'idée étant, bien entendu, de trouver cette terre et cette 13e tribu, de trouver un nouvel endroit pour s'abriter et essayer d'échapper aux Cylons qui, malgré tout, sont à la poursuite. Donc, je vais me concentrer sur cette série réimaginée parce qu'elle est plus dense en termes d'éléments religieux et que surtout l'écriture un peu plus, bon, je vais être un peu méchant, mais en tout cas, elle est plus serrée et c'est mieux construit. Alors, les éléments religieux ici jouent à 3 niveaux, ça va être mes trois parties. D'abord, c'est un élément du décor, c'est-à-dire que c'est un monde imaginaire qui est construit et qui va comprendre des éléments religieux. C'est aussi, deuxième point, un élément du récit, c'est-à-dire que les croyances des personnages vont avoir une incidence sur le déroulement de l'intrigue et sur le développement même des personnages. Et enfin, c'est le plus intéressant, c'est aussi une stratégie narrative. Les éléments religieux font partie de la stratégie narrative des auteurs, puisque les croyances qui structurent les personnages, qui structurent ces sociétés, permettent de comprendre l'univers de Battlestar Galactica et surtout sa logique. Parce que, on va le voir, la difficulté dans la 4e saison, c'est de faire admettre aux spectateurs qu'il y a une forme de providence divine qui permet d'arriver à la fin de l'histoire. D'accord ? Donc, on va essayer de voir ces points-là. Donc, en premier temps, donc, ce substrat religieux, quel est-il ? Alors, déjà, si c'est une série réimaginée, c'est que justement, la création de Battlestar Galactica est inséparable d'une réflexion sur la science-fiction, sur son genre, à la télévision en particulier, puisque Ronald Moore sort de 10 ans de Star Trek, et il est un peu... avec un peu de frustration sur les limites, parce que Star Trek, c'est un genre, je ne vais pas empiéter, hein, c'est un genre très codifié, qui a un peu ses règles internes, et en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le monde de Star Trek. Et justement, voilà, en sortant de Star Trek, il a un peu envie de faire autre chose, et donc il va élaborer une série de science-fiction dans laquelle on va éviter de retrouver finalement tous ces éléments assez classiques, tels que justement des aliens, le fait que toutes les semaines, on trouve une civilisation différente, qu'on a... des personnages un peu stéréotypés, des situations classiques, le voyage dans le temps, le double maléfique, etc. Vous voyez toutes ces choses finalement qu'on voit assez facilement. On peut penser par exemple à une série comme Stargate SG1 qui regorge de ce type de clichés. Il s'agit vraiment de sortir de cette espèce de classique. Il n'y aura pas de rayon laser. Vous avez voilà, des armes normales. Hein, on s'envoie des balles, on s'envoie des missiles, et il n'y a pas d'armes à énergie ou quoi que ce soit. Y compris dans la façon de filmer les personnages. Hein, c'est un peu, on les suit un peu caméra à l'épaule. Alors l'idée étant ici que ce que dit Ronald Moore, c'est que la science-fiction, de toute façon, c'est une réflexion sur la société contemporaine. Et que le défaut qu'il trouve à la série originale, c'était qu'elle jouait trop sur l'exotisme. C'était une société très étrangère, très étrange. Et donc, il y avait du mal à comprendre quel était le commentaire sur la société contemporaine, alors qu'il existait. Du coup, l'idée, c'est au contraire de créer une civilisation humaine, certes lointaine et 12 colonies, etc., mais qui rappelle d'abord notre société et qui permette d'analyser ce monde contemporain, y compris dans ses dimensions religieuses. Alors donc, on a une volonté de décalage qui est tout à fait minimale, qui explique que cette société coloniale, dans le monde de Battlestar Galactica, coloniale, c'est juste l'adjectif qui va avec les 12 colonies. Donc cette société coloniale ressemble à la société américaine du début du XXIe siècle. Et du coup, si vous lisez la Bible, si j'ose dire, de la série, vous avez toujours remarqué, les séries ont des Bibles. Donc si on lit la Bible de la série, en fait, le seul aspect qui est vraiment développé de la vie de ces 12 colonies, c'est la dimension religieuse. Les structures politiques, très peu, les structures sociales, très peu. C'est essentiellement la dimension religieuse qui va être développée. Les 12 colonies ont une société polythéiste. Ce sont des polythéistes. Et pour des raisons diamétralement opposées, les Cylons doivent rester mystérieux, sur la société des Cylons ne sera développée aussi que leur dimension religieuse. Donc vraiment, comme quoi, c'est un élément important. Le conflit entre les humains et les Cylons peut justement être analysé en termes religieux. C'est aussi une guerre de religion, ce n'est pas très étonnant. C'est une série qui est très ancrée dans l'après 11 septembre,
la guerre contre le terrorisme, l'occupation américaine de l'Irak. Ce sont des éléments qu'on va retrouver de manière très régulière. Et là où justement les créateurs de la série auraient pu sortir les gros sabots, vous voyez, dire on va faire une transposition de l'islam contre une transposition du christianisme, pas du tout. On a un décalage qui va permettre de réfléchir justement à ce rôle de la violence religieuse. En effet, les Silons sont des monothéistes. Ce sont des monothéistes, un monothéisme très vague, fluide. On peut y reconnaître en gros n'importe quelle religion abrahamique. Et justement, pour renforcer le décalage, c'est ce qui explique que nos coloniaux, sur les 12 colonies, soient polythéistes. C'est-à-dire qu'on va opposer une société monothéiste et une société polythéiste pour renforcer ce fossé religieux. Alors ce décalage pour nous, pour un public européen, est finalement assez limité, mais je pense que pour un public nord-américain, voir la société qui lui ressemble sous un portrait polythéiste et voir les méchants de service adorer le vrai Dieu unique, ça peut être déstabilisant. En tout cas, il y a un décalage qui, je pense, cherche à créer une forme de trouble malgré tout chez les spectateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces religions. On a quelques détails quand même un peu saillants qui méritent d'être rapportés. Déjà, la religion a un rôle très important dans les 12 colonies, peut-être même un peu plus important que dans les États-Unis contemporains. Vous remarquerez que le président des 12 colonies prête serment, non pas devant un juge, mais devant un prêtre. Vous voyez, pourtant, la cérémonie de prestation de serment est largement imitée de celle du président des États-Unis, mais ça se passe devant un prêtre. On sent aussi que globalement, du coup, la religion a un rôle important, et on se demande s'il y a une forme de séparation des églises et de l'État dans cette société, puisque justement, le président a souvent besoin d'un prêtre et d'un conseiller religieux. Alors, dans la série originale, il y avait un conseil qui flanquait le président des 12 colonies, le quorum des 12. Ça, c'est la référence mormone qui passe sous les radars, puisque le quorum des 12, c'est l'instance qui aide le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc, c'est une institution mormone qui est décalée telle qu'elle. Dans la série réimaginée, au départ, là encore dans la Bible, il était question d'en faire une sorte de chambre haute purement cléricale. Donc, une chambre haute de clercs qui conseillerait le gouvernement des 12 colonies. Finalement, on revient au modèle plus classique d'une espèce de Sénat, puisque chaque colonie a son représentant, et ça va être l'instance qui va aider la présidente ici à s'en sortir. Mais globalement, cette société coloniale est malgré tout une société sécularisée. Vous avez une relique qui va jouer un rôle important, comme la flèche d'Apollon. Elle est dans un musée, elle n'est pas dans un temple. Donc malgré tout, on est quand même sur une société qui bouge. Question d'actualité, l'avortement est autorisé par la loi des 12 colonies, mais les textes religieux la considèrent comme une abomination, et vous avez plusieurs épisodes de débat autour de, dans une société en voie d'extinction, est-ce que autoriser l'avortement est une bonne chose ou pas? Je vous laisse réfléchir, vous avez 4 heures. On a aussi des attitudes très variées de la part des sociétés coloniales sur le sujet. Je vous mets rapidement. Par exemple, la société de Caprica, qui est la plus développée, la plus industrialisée, la plus urbanisée, est globalement plus sécularisée, a plus de distance, alors qu'à l'inverse, donc un monde comme Gémenon va être beaucoup plus littéraliste dans sa vision des textes. Et une troisième qui est toujours amusante, qui donne lieu à un épisode extrêmement intéressant sur les questions de discrimination, donc sur Sagittaron. C'est un peu un mélange entre les Quakers, les Amish, puisqu'en fait, ils vivent à part en refusant le monde moderne, en refusant de servir dans l'armée, en refusant la médecine moderne, et en restant dans des postures très traditionnalistes. Donc, vous voyez, vous avez ici une variété qui est assez intéressante. Globalement, c'est une religion qui est fondée sur le paganisme gréco-romain, donc les 12 dieux olympiens qui sont cités de manière récurrente, mais on a aussi quelques allusions aux religions indiennes avec 2 mantras, le Pavamana mantra qui est cité pendant la cérémonie des morts à la fin de la mini-série, c'est celui qui sert d'invocation religieuse au monde des morts, et un des plus célèbres et des plus importants dans le monde indien, le Gayatri mantra, qui ouvre, c'est le générique de début, la chanson que vous entendez dans le générique de début, c'est un mantra. Ce qui fait que en fait, chaque épisode commence par Om, par un son sacré extrêmement important. Je ne sais pas ce qu'il faut en sortir. Dernier élément venu des religions indiennes, un mandala qui a un motif assez récurrent. On va le voir puisqu'il pointe, alors c'est la partie sur la gauche, c'est un des indices importants qui va pointer vers la Terre, et c'est aussi un élément qui est lié à la destinée extraordinaire de Starbuck, qui va être un élément clé justement dans la découverte de la Terre. Donc vous avez ici en pointillé une présence assez régulière de ce mandala pour dire que quelque chose se passe. On a aussi des éléments de piété
comment dire, spontané, qui est assez intéressant. Donc là, héritage encore du 11 septembre, puisque vous avez ce hall de la mémoire, hein, dans un des couloirs du Galactica, où les gens au départ ont mis des photos un peu d'appel aux disparus, et ça devient finalement un lieu de mémoire avec des cierges, les gens viennent prier pour les défunts, etc. Donc là encore, on est parti pas trop loin du 11 septembre, mais ici vous avez une évocation de cette forme de dévotion spontanée extrêmement intéressante. Alors, de leur côté, vous avez un dieu unique des Cylons, qui est un dieu créateur, omniscient, omnipotent, un dieu d'amour, comme dit numéro 6. Alors, les modèles humanoïdes des Cylons ne sont connus que par leur numéro, même si certains prennent des noms. Vous remarquerez que 6 est le seul qui n'a pas de nom fixe. Pour ceux qui aiment le prisonnier, c'est toujours savoureux. Mais c'est aussi un dieu jaloux qui demande à être adoré comme le seul et unique. 3, par exemple, déclare à plusieurs reprises « Il n'y a de Dieu que Dieu », ce qui vous rappelle la shahada, la profession de foi musulmane. Donc ici, on est clairement, les allusions sont nettes. Et ici, vous avez un caractère paradoxal de la violence religieuse qui est mis en évidence assez rapidement. Les Cylons veulent exterminer l'humanité au nom d'un dieu d'amour. Là encore, vous avez 4 heures pour essayer de sortir de ce cercle compliqué. Et effectivement, c'est parce que c'est le rapport, c'est le regard que les Cylons portent sur les humains. L'idée qui est portée notamment par 2 et 8, c'est que l'humanité est une création déficiente, elle a trop péché, elle ne mérite plus de survivre. Et donc, en quelque sorte, Dieu, déçu de l'humanité, crée les Cylons, leur donne une âme, et il n'y a plus qu'à remplacer, comme on remplace un modèle obsolète. Les Cylons se considèrent effectivement comme des machines dotées d'une âme, et à la recherche de ce qui manque, la reproduction sexuée, puisque Dieu a dit « soyez féconds ». Autre allusion assez évidente, mais ici, ce n'est pas possible. Alors, c'est intéressant cette idée que les Cylons, c'est des machines avec une âme. Ça résout, je dirais, une question classique aussi en science-fiction. Qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine? Là, ici, on n'est pas sur la conscience de soi, que ça. Ici, c'est clairement l'âme et ce qui va avec, la croyance en une divinité. Donc, je vais vous passer. Du coup, le fait que ces machines soient dotées d'une âme est nié par les humains, ce qui fait que ça les permet de les torturer de manière absolument atroce en disant « s'en fout des robots ». Vous voyez la déshumanisation de l'adversaire. Dernière religion intéressante, elle va être prêchée par ma sympathique Gaius Baltar, qui fait l'objet au début de la saison 4, qui est recueilli en fait par une espèce de communauté de hippies qui lui vaut une espèce de vénération, comme vous pouvez le voir sur ce superbe hôtel, et une apparition qui le guide depuis le début, je reviendrai sur elle, qu'on appelle couramment Head Six, lui conseille de prêcher ici un Dieu unique. Alors dont on peut penser au départ que c'est le Dieu des Cylons, mais en réalité c'est un autre. Ici, clairement, Head Six est dans la position, parce qu'en fait le vrai Dieu dont elle parle ne s'adresse jamais à ses fidèles. Elle est dans la position de Djibril qui se fait toute la révélation à Mohammed, puisque justement, pareil, dans l'islam, Dieu ne s'adresse jamais directement, il a besoin de ses anges. Donc ici, clairement, elle est dans cette position-là. Dernière allusion amusante, cette fois-ci on va aller dans un autre spectre. Vous pouvez voir que cette secte amusante a une espèce de goéland stylisé comme symbole, goéland le gueule, donc qui signifie Grace, Unity, Life, Love, ce qui est évidemment une allusion assez fine au poisson, vous savez, Jésus, fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, qui servait de symbole aux premiers chrétiens. Vous voyez, on est dans la finesse et dans la subtilité aussi. Donc, vous voyez ici comment, alors je vais passer vite parce que c'est pas très intéressant, on a des thématiques religieuses intéressantes, mais qui vont aller crescendo. Et ça qui est relativement intéressant, c'est que cette religion a un rôle dans les sociétés, mais elle va aussi avoir un rôle dans la structuration du récit et de l'histoire, puisque, par exemple, les promotions de la saison 4 jouent sur ce genre d'image, qui est une petite allusion à la scène. Chose qu'on n'avait pas au départ. Donc, vous avez ici un modèle, une allusion de plus en plus importante en disant, voilà, la dimension religieuse de ce qu'on vous dit est importante. Alors, cette religion, évidemment, peut aussi être instrumentalisée, puisque ça ne sert pas que de caractérisation. Là encore, on a des variétés. Par exemple, le directeur de cabinet de la présidente, alors la présidente Laura Roslin, je reviendrai sur elle, mais son directeur de cabinet, Billy Kikaya, est volontairement, se dit athée. Il dit, moi, je ne crois à rien. Je ne crois pas qu'il y a de Dieu. Et le fait qu'elle décide d'appuyer sur la dimension religieuse, ça lui paraît, c'est quelque chose qui le gêne. Autre personnage dont j'ai déjà parlé, et vous allez voir qu'il vient de loin, dans la mini-série, Gaius Baltar considère que les dieux, tout ça, c'est de la superstition. Et donc, vous voyez qu'il commence un très très long chemin de Damas pour qui va le mener à devenir finalement le prophète du Dieu unique. Autre personnage qui a une attitude complètement irrévérencieuse vis-à-vis du religieux, c'est Tom Zarek,
un des méchants rigolos, qui va régulièrement ironiser sur les visions de la présidente et qui va même à un moment lâcher une blague un peu salace qui sous-entend que le clergé des 12 colonies a un gros problème avec la pédophilie. Vous voyez, c'est de la science-fiction complète. Chez les Silons aussi, on va trouver des athées. Un, par exemple, est un athée convaincu, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, ce qui est très drôle parce qu'il se dissimule sous un religieux dans la flotte. Il arrivait même à devenir le conseiller religieux de la présidente, le coquin. Et lors de l'occupation de New Caprica, au début de la saison 2, c'est lui qui va tout le temps faire référence à Dieu parce qu'il a envie de faire souffrir ses subordonnés, de dire, voyez, vous voulez répandre la parole de Dieu, il met toujours des guillemets dans les airs pour parler de Dieu, pour à quel point il y croit. Vous voulez répandre la parole de Dieu, alors on va le faire, et puis s'il faut tuer tout le monde pour ça, aucun problème. Vous voyez, c'est une espèce de démonstration par l'absurde dans son esprit que Dieu n'existe pas. Alors, un cran en dessous, des personnages sont plus sceptiques, en disant, bah voilà, les dieux, oui, peut-être, c'est des mythes. Par exemple, William Adama, justement, après la destruction des colonies, donc le commandant du Galactica, bah, il se dit, voilà, le problème, c'est qu'il faut trouver un but. Et donc, on va utiliser notre mythe. On a un mythe qui dit qu'il y a une Terre. Il n'y croit pas, hein, fondamentalement. Il n'y croit pas, mais il fait croire qu'il sait où c'est, à peu près, et que donc, il y a une destination. Donc, il va jouer sur le sentiment religieux des autres personnes afin de les conduire. Même au départ, Laura Roslin aussi n'est pas particulièrement une personne croyante. Au contraire, elle est plutôt sceptique sur le sujet. Mais là encore, son évolution va être spectaculaire puisqu'on est atteinte d'un cancer. Elle commence un traitement en médecine, avec des médecines alternatives qui font qu'elle commence à avoir des hallucinations qui la persuadent qu'elle est le leader mourant qui doit conduire à la Terre. Donc elle va avoir un espèce de chemin qui finit par la persuader que c'est elle, et elle va jouer dessus. Tous ces éléments sont d'un livre prophétique, le livre de la Pythie. D'autres personnages, eux, sont profondément croyants. Donc Starbuck, notamment, c'est un personnage extrêmement croyant. C'est la seule qu'on va prier de manière un peu sincère. C'est assez fascinant parce que son comportement en général n'est pas celui que ça suggérerait, là aussi. De la même manière, vous avez une gradation. 3 et 6 sont des personnages extrêmement croyants qui font toujours référence à Dieu, au plan de Dieu. Et 2, c'est encore pire parce qu'il a carrément des élans mystiques où il dit, voilà, Starbuck, il a une obsession sur Starbuck. On dit, tu as une destinée particulière, tu as une mission particulière et mon rôle, c'est de comprendre ce que c'est. Et il va passer son temps presque à la persécuter pour essayer de lui permettre d'accomplir son plan. Et ce qui est très drôle, c'est que quand il apparaît qu'effectivement, elle a un plan particulier, il détale en courant parce que ça lui fait peur. Donc la confrontation finalement avec la réalisation de ces plans est assez embêtant. Alors du coup, le problème, c'est que, oui, c'est un peu ce qu'on dit sur Dune, la religion, ça peut échapper des mains. Laura Roslin joue politiquement la carte religieuse, mais quand elle s'aperçoit qu'elle fait l'objet d'une forme de vénération par certaines personnes, parce que c'est le leader mourant qui doit conduire à la terre promise, commence à avoir une inquiétude. C'est le moment où elle recule un peu en disant « waouh ». Et pire encore, quand il s'avère que la Terre, elle existe, on l'a trouvée, mais qu'en réalité, c'est un désert nucléaire qui a été ravagé et qui est donc inhabitable, que donc toutes leurs prophéties les ont amenés dans un cul-de-sac, elle souffre d'une crise de foi, si j'ose dire, fondamentale. Donc elle commence à brûler le livre de la Pythie, à s'enfermer, à se dire voilà, j'ai cru à toutes ces billevesées, ça ne sert à rien, ça ne nous amène à rien. Donc vous êtes dans une panne terrible. Donc vous voyez, on est dans une panne, on est dans une impasse, et comme les scénaristes un peu. Ce qui nous amène à voir ce Deus ex machina qui va permettre finalement à l'humanité de trouver sa porte de sortie. Alors la série originale, je vous l'ai expliqué, comporte des éléments religieux, c'est un combat du bien contre le mal. On va rencontrer par exemple le comte Iblis, personnage diabolique, sachant qu'Iblis est un peu une des figures du diable dans l'islam. Et puis à l'inverse, vous allez avoir le soutien de ce qu'on appelle parfois les êtres de lumière, vous voyez, parce qu'ils ont une lessive qui lave super éclatant, et que dans les documents de production, on appelle les séraphes. Donc les séraphins, donc ce sont clairement des anges. Avec ici un cliché de la science-fiction, c'est une civilisation avancée, tellement avancée qu'elle a l'air surnaturelle. Et même là, vous avez autre clin d'œil aux Mormons. À un moment, ces séraphes disent bah, « ce que nous avons été, vous pouvez l'être. Ce que vous êtes maintenant, nous l'avons été. » Mais ce qui est mot à mot, pratiquement, ce que dit Lorenzo Snow, qui est un des présidents de l'église mormone, parce qu'à un moment, il dit « ce que l'homme est maintenant, Dieu l'a été. Ce que Dieu est maintenant, l'homme peut le devenir. » Ça fait partie de la théologie du salut mormone. Effectivement, vous avez plusieurs niveaux de salut. Dans le plus haut niveau, non seulement l'homme sauvé est près de Dieu, mais il est comme Dieu. Donc on est vraiment ici, un
vous avez une infusion assez intéressante de cette théologie mormone dans la série originale. Alors, la logique réaliste de la série réimaginée va faire évacuer cette idée, mais va réintroduire, je dirais, le surnaturel parce qu'il est nécessaire à la réussite de la mission. C'est grâce à un concours de circonstances totalement improbable que l'humanité va pouvoir trouver, non pas la Terre originale, puisque ça ne marche pas, mais une nouvelle planète habitable qui sera la Terre, qui sera, spoiler, la nôtre. Et ici, je dirais, cette intervention divine facile a été un peu critiquée sur la fin, de dire, ben voilà, les scénaristes en panne, leur seule solution, c'est de dire, ah, Dieu l'a trouvé. La critique est notamment portée par celui qui devrait écrire, George Martin, vous savez, le trône de fer. Donc, il parle de crappy ending, une fin merdique, à la place de happy ending. Pourquoi? Parce qu'en gros, il dit, Dieu intervient, c'est vraiment le degré zéro de la narration. Parce que lui, il n'est pas rentré dans le jeu dans lequel on est supposé rentrer, et que justement, toute une stratégie narrative qui vise à forcer les spectateurs à croire à ce que croient les personnages. Oui, c'est mieux de finir que d'avoir une fin merdique, effectivement. Alors, si on regarde bien la série, en réalité, les pauvres ne trouvent que 4 planètes habitables. Vous voyez, ça change du modèle classique où chaque semaine, on trouve une. Vous avez Kobol. Kobol, c'est foireux, c'est tabou. Il y a un prix du sang à payer. En plus, les Silons connaissent la destination, donc on ne peut pas s'y arrêter. Fin de la saison 2, New Caprica, c'est génial, mais pas de bol. Là encore, laisser entre la planète, c'est un régime d'occupation brutale, c'est affreux. Il faut évacuer. La planète des algues, pourquoi pas, mais c'est pareil. Les Silons la trouvent, et en plus, elle est détruite par une supernova, donc on ne peut vraiment plus rien faire. La Terre, c'est un désert nucléaire qui est ravagé, donc inhabitable. Vous voyez, c'est une série très optimiste. Donc, il n'y a aucune planète habitable. L'univers est un univers hostile dans lequel on ne peut pas trouver. Seul un hasard improbable, et il se produit à la toute fin de la série. Pour ne pas tomber dans un trou noir, Starbuck est obligé d'entrer un code au hasard, et donc elle va s'inspirer d'une musique qu'un certain nombre de personnages entendent depuis un moment, en assignant un chiffre à chaque note, et le Galactica se retrouve en orbite autour d'une planète bien connue. Le hasard, Dieu l'a fait, super. Mais justement, cette action divine n'est possible que par une action, depuis le départ, de plusieurs personnages, notamment 2 personnages. Alors, je vous ai parlé de la première, Head 6, mais il se trouve que numéro 6 a aussi son Head Baltar, qui le guide. Donc, vous voyez le rôle, alors, hop, ça, je l'ai dit, c'est de guider le personnage, donc de temps en temps, de lui souffler les bonnes réponses, de lui donner des conseils sur les actions à mener, etc. Quelles sont les actions à mener? Le rôle de Baltar et de numéro 6, c'est de protéger la petite Hera. Hera, c'est une petite fille qui est issue de l'union improbable, donc miraculeuse, entre un humain, donc Karl Agathon, et puis Sharon Agathon. Donc vous avez un humain hybride, enfin un être hybride, et comme Head 6 le déclare à la fin de la saison 1, c'est la prochaine génération des enfants de Dieu, et il faut la protéger. Donc la mission de ces deux-là, ça va être de la protéger. Autre personnage de ce type-là, Starbuck, au moment de mourir, voit un Léoben qui n'est pas Léoben, en fait. Mais c'est pareil, c'est un personnage marquant, donc il lui apparaît sous cette forme-là, puisqu'effectivement, elle revient. Alors, on ne sait pas ce qu'elle est. Là, je vous montre la séquence où elle découvre son propre cadavre. Donc, on ne sait pas ce qu'elle est. Et notamment, ces 2 personnages déclarent que c'est un ange. 2 dans ses visions mystiques, c'est un ange de feu envoyé par Dieu. Et Baltar, qui, au moment... On est dans la saison 4, il commence à être un peu plus croyant. Il fait une analyse du sang trouvé sur le cadavre et c'est un sang mort depuis des mois. Donc c'est bon. Toujours Starbuck, comment retrouve-t-elle la mélodie? Elle a une vision d'un personnage qui est en fait son père, qui a pris les apparences de son père, qui lui permet de retrouver justement la mélodie et donc les notes et donc les coordonnées qui permettront de trouver la Terre. Donc il y a un processus compliqué. Donc première intervention divine nécessaire, trouver la Terre. Deuxième nécessaire, sortir du cycle infernal, puisque vous avez une citation habituelle, tout ceci s'est déjà produit, tout ceci se reproduira. Les personnages sont persuadés de vivre dans une ambiance cyclique. Alors ça fait très religion indienne, mais spoiler, en réalité c'est un extrait de Peter Pan. La première phrase de Peter Pan, notamment dans la version Disney, c'est « All of it happened before and will happen again ». Vous voyez, il y a aussi un peu d'humour de temps en temps dans Battlestar Galactica. En effet, vous avez l'idée, l'humanité est coincée dans un cycle. C'est pour ça, et c'est ça qui est malin, c'est que souvent en science-fiction, vous voyez des épisodes qui s'inspirent de l'histoire humaine,
eh ben, c'est parfaitement justifié, parce que comme l'histoire humaine se répète, on peut répéter. La prestation de serment de Laura Roslin est imitée de celle de Lyndon Johnson juste après l'assassinat de Kennedy. Vous voyez, vous allez avoir d'autres épisodes. Par exemple, l'occupation de Nuka Africa s'inspire de toutes les occupations. En inversant le cliché, on commence, ah oui, les Américains, c'est les gentils, ils sont occupés par les méchants. Oui, mais le problème, c'est que les méchants, quand ils sont filmés comme les soldats américains en Irak. Distorsion cognitive. Vous voyez. Le cycle infernal, c'est que la violence ne s'arrête jamais. Sur la 13e tribu sur Terre, comment a-t-elle été détruite? Déjà, on va découvrir que ce sont des Cylons, ce sont des robots. Qu'ils ont créé leur propre centurion et que leurs centurions se sont révoltés contre eux. Bingo. L'humanité n'arrête pas. Quand ils trouvent un autre Battlestar, super, on est content. Pas du tout. Les deux commandants, Elena Kane et William Adaba, vont s'entre-déchirer. D'accord? L'humanité passe son temps à s'auto-détruire, à se déchirer, les Cylons aussi, et donc, il faut trouver un moyen de briser le cercle. Vous avez une allusion ici à la chanson de Bob Dylan. Along the Watchtower, vous avez le premier vers, There must be some kind of way out of here. Il faut sortir de cette situation. L'humanité va à l'extinction. Je vous ai mis la série en début de générique, mais le nombre de survivants, donc vous voyez, ça ne monte pas beaucoup. L'humanité est au bord de l'extinction. Donc le seul moyen, c'est de briser le cercle, et seule intervention divine va permettre d'arriver à briser ce cercle, en persuadant les personnages justement de mettre fin à la technologie, parce que la technologie, c'est ce qui explique le mal. C'est donc de revenir sur la Terre originelle, de mélanger les Cylons, les humains originaux, et puis l'Homo sapiens qui est là. Et donc le résultat, c'est que la petite Héra est identifiée à ce qu'on appelle l'Ève mitochondriale, tout à la fin, c'est-à-dire l'ancêtre féminine la plus récente de toutes les femmes de l'humanité. Voilà. J'ai fini. Donc vous voyez, Galactica décrit donc la dissolution d'une société. Il s'agit de construire une nouvelle société dans la dissolution de l'ancienne. Et donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les thématiques religieuses sont développées pour conduire le spectateur à devoir admettre le point central de la série, qui est de dire, si Dieu n'intervient pas, l'humanité est vouée à la catastrophe. C'est un côté un peu à la Tolkien, le catastrophe, le retournement positif final, c'est le seul moyen de s'en sortir. D'ailleurs, les dernières séquences, 150 000 ans plus tard, vous avez nos deux anges qui se promènent à New York et qui remarquent que la société humaine actuelle ressemble beaucoup à la première Terre, à Kobol, à Caprica. Et est-ce que ça va recommencer? Puisque tout ceci s'est déjà passé, mais est-ce que ça va se reproduire? Merci beaucoup pour cette intervention très riche. On laissera ensuite le temps de réponses et de questions après les deux interventions. On va maintenant écouter Jessica Lombard, qui est donc issue du diplôme d'officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et qui a obtenu un master de philosophie à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école normale Sud-Ulm. Elle est actuellement en dernière année de doctorat de philosophie à l'université du Piémont oriental, donc en Italie, et en poste d'assistante doctorante au sein de l'Université catholique de Lille, et plus particulièrement dans la chaire éthique, technologie et transhumanisme. Alors, ses principaux travaux portent sur la question philosophique de la technique dans les domaines de la phénoménologie et de la métaphysique, ainsi que sur l'évolution actuelle des imaginaires techniques à travers les mouvements tels que le mouvement du transhumanisme. Je vous laisse la parole et ensuite pour le débat. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc ma présentation a une perspective un petit peu différente de celle qu'on a attendue avant. Elle aura un point un petit peu plus axé philo, un petit peu moins de description de la série. Du coup, j'espère pas vous endormir vu que c'est la dernière. Elle s'intitule « Métaphysique du lieu science-fictionnel, la question religieuse à l'épreuve dans les séries de l'univers Star Trek ». Donc pareil, moi je lis tout bêtement et puis j'essaye de vous intéresser avec l'élocution. Donc sans revenir sur la vastitude du sujet, la science-fiction, à mon sens, fait écho et prend acte de questions existentielles et anthropologiques, notamment celle du religieux sur un plan narratif qui lui permet d'en faire la projection sous l'aspect ou l'image, l'imagos, l'imagination, d'un autre espace ou d'un autre temps.
Je ne veux pas dire par là que la science-fiction se contente de se produire dans un autre lieu, parfois extraterrestre, mais que la science-fiction se contente, est un tout autre lieu elle-même, qui fait espace, c'est-à-dire place ou microcosme clos sur lui-même et ouvert à la réflexion en même temps. Le récit ouvre sur un atelier philosophique situé entre sa fixité narrative d'une part et sa virtualité prospective et expérimentale d'autre part. C'est à mon sens un miroir finalement, des questions que se pose l'homme, ce miroir situant un autre univers. Et cette passerelle qui permet de faire figurer en bonne place le matériau que sont la théologie et la religion. Donc parce que sa narration s'étale sur plus de 50 ans, de 66 à nos jours, la franchise Star Trek tient à mon sens une position quand même exceptionnelle en science-fiction. Elle met en réticulation des thématiques extrêmement diverses naturellement. Sa construction va évoluer au fil des séries et des époques qui la façonnent. Donc dans cet univers de plus de 700 épisodes, beaucoup plus maintenant, le traitement de la question de la théologie diffère selon les scénaristes, leurs représentations, leurs idées, leurs opinions et finalement selon leur manière de représenter ce thème. Pour un rapide état des lieux sur la façon dont se pose au départ la question religieuse dans l'univers de Star Trek, il est important de savoir que Gene Roddenberry, le créateur de la série, était un fervent athée. Mais malgré l'athéisme de Roddenberry, Star Trek n'est pas un monde sans Dieu. D'abord, Roddenberry ne pouvait se permettre, dans les années 60, de créer une série explicitement athée aux USA, de perdre ainsi une grande partie de son auditoire. Mais surtout, il est impossible dans une série à message, aussi complexe et détaillée que Star Trek, d'évacuer la question de la religion, de la foi ou de la théologie. Ainsi, dans les années 60, on voit que Roddenberry se bat personnellement avec l'idée de divinité. C'était de notoriété publique, si bien que l'un des scénaristes, David Gerrold, a dit « When in doubt, Gene, just add Kirk, get into a fight with God ». On a des épisodes classiques dans lesquels Kirk s'oppose à des êtres omnipotents ou ayant au moins des aptitudes quasi divines, mais pétris de passions anthropomorphiques un petit peu à l'image de nos dieux grecs, dont on sait beaucoup de choses maintenant. Auquel cas, il s'agit bien de positions frontales. Cependant, les épisodes de Star Trek ne sont pas athées par défaut. Par exemple, dans TOS, sur une planète que visite l'Enterprise, des rebelles au gouvernement en place, dans un épisode, vont prier le soleil, qui symbolise, et c'est explicitement dit, la figure locale, si l'on veut, du Fils de Dieu. Or, le scénario fait pencher moralement, socialement, du côté de ces rebelles. Et on a donc ici un épisode voyant et montrant la religion sous un angle positif et émancipateur. Donc, dans Star Trek, il n'y a pas de démystification du religieux, ni d'anticléricalisme systématique, qui viserait une propagation de l'athéisme. Mais ni la croyance religieuse, ni la pensée athée ne sont dogmatiques. Il s'agit avant tout de foi personnelle. On voit dès TOS une chapelle sur le vaisseau Enterprise, une chapelle qui est décrite comme pouvant accommoder toute foi de toute planète, dans laquelle Kirk officie pour un mariage. C'est tout le propos fondateur de la série. Les personnages, qui soient agnostiques ou croyants, sont réunis autour d'une même attitude fédératrice. C'est la base de cette réunion éclairée de planète qui s'appelle la fédération. Cette attitude est celle de l'explorateur, du chercheur et non pas du missionnaire, qu'il soit religieux ou athée. Le symbole vulcain emblématique de la fédération, l'IDIC, signifie « Infinite Diversity in Infinite Combinations ». Pour cette raison, pour représenter cette diversité et poser la question religieuse dans l'univers de Star Trek, on a généralement un dualisme assez simple. La planète Terre est largement sécularisée, bien que toutes les religions et des nouvelles y soient encore représentées. Donc la théologie est discutée notamment à partir des civilisations et des personnages extraterrestres. On a donc ici le lieu d'un compromis quasiment séparatiste, vraiment spatial. D'un côté, un idéal agnostique, celui de Roddenberry, placardé sur l'agnosticisme des terriens, et de l'autre, l'exploration de questions religieuses par le médium de la science-fiction proprement parlée, c'est-à-dire via les extraterrestres et leurs rencontres. Et ça, c'est possible notamment à cause de la structure même de la série. Star Trek propose des épisodes en one-shot, rarement suivis, où l'équipage d'un vaisseau intervient dans un système, sur une planète, dans une aventure finalement, qui lui propose, entre autres, d'étudier tel pan ou tel aspect de la civilisation considérée. Donc, par exemple, de la façon dont elle traite la question religieuse. On a donc une sorte d'ingérence à chaque épisode, cette scission entre la bulle mobile que forme le vaisseau, qui est un milieu à lui seul, et le monde environnant qui va l'entourer et le traverser. C'est comme ça que fonctionne Star Trek, avec donc des ingérences de ce vaisseau dans des civilisations différentes pour prétendre traiter la religion de plusieurs manières différentes. Ça, c'est la plupart du temps. Parce que là, on va arriver à DS9, sur quoi j'ai focalisé ma présentation, parce que c'est trop vaste autrement. DS9, c'est quand même 7 saisons d'environ 23 épisodes chacun. L'un des grands moments de l'univers Star Trek à mon sens, parce que c'est beaucoup plus sombre, politiquement complexe, mais toujours avec cet aspect questionnant et aucunement moralisateur des séries de Star Trek. Cette série a beaucoup plus d'épisodes suivis d'une part, et donc se situe sur le lieu fixe qu'est la station orbitale d'autre part. Elle est donc beaucoup plus propice à discuter dans un milieu stable, qui est là pour se construire sur le long terme, et non pas pour ingérer et repartir, comme le font les vaisseaux spatiaux.
Ça permet à la série de poser certaines questions théologiques sur le long terme, mais également de s'interroger sur la vie communautaire qui réunit diverses espèces et leurs religions sur la même sphère d'existence, la station orbitale. Donc dans DS9, d'habitude, il tient d'une catégorie particulière de récits que Reynard Chénis appelle récits de démystification, de prétendre que les créatures divines, comme d'ailleurs tu l'as également mentionné, que prétendent que les créatures divines seraient en réalité des extraterrestres qui vont venir d'une planète lointaine ou d'une civilisation plus évoluée. Et c'est justement cette différence un petit peu généalogique qui ferait la divinité. Auquel cas, cette espèce est déifiée et sacralisée à l'aune de l'incompréhension, nous dit Reynard Chénis, de son mode d'existence et de pensée, à l'aune de l'incompréhension. Dans ces récits de science-fiction, c'est parce qu'on ne comprend pas la technologie ou la physique de certains êtres qu'on les prend pour des anges, des dieux ou des démons. Or, sur cette question, Star Trek nous prend à contre-pied et demande qu'est-ce que la nature de Dieu finalement? Qu'est-ce que la compréhension de Dieu? Dans Star Trek, de nombreuses espèces n'ont pas de corporéité, n'ont pas les mêmes limites physiologiques que les humanoïdes, ce qui leur donne une apparence ou des caractéristiques que nous relions généralement à l'omnipotence divine, le fait de tout voir ou de tout savoir ou de tout pouvoir ou d'habiter dans un temps particulier, ce genre de choses. Ces espèces ne sont pourtant pas considérées comme des dieux par défaut, mais comme des espèces extraterrestres avec leur physique de référence propre. Or, dans DS9, ce qu'on appelle les prophètes rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Pour la Fédération, ce sont des extraterrestres non humanoïdes vivant dans le wormhole. Un wormhole, c'est défini en astrophysique comme un trou de verre qui aurait relié deux régions de l'espace-temps. Cependant, ces mêmes extraterrestres, ces prophètes, sont pour les Bajorans, l'espèce vivant sur la planète la plus proche du wormhole, des dieux. Ils en ont après tout toutes les caractéristiques. Ils ont une relation non linéaire au temps, ils ont une forme d'omnipotence. Pourtant, les Bajorans ne sont pas une espèce, disons, primitive. Vous savez, avec cette idée que les espèces sans technologie auraient une vie spirituelle poussée, beaucoup plus mystique que rationaliste. Pas du tout. Ce genre de dichotomie n'existe pas dans Star Trek. Ici, les Bajorans sont une espèce dont la technologie est tout aussi développée que chez les humains, les autres humanoïdes de la Fédération, les Vulcains, les Romuliens, etc. Mais c'est une espèce, les Bajorans sont une espèce profondément religieuse, d'autant plus religieuse qu'elle sort de plusieurs années d'occupation militaire et de colonisation, et que la foi l'a grandement aidé à supporter cette épreuve. Or donc, pour les Bajorans, les prophètes, situés dans le wormhole qui orbite leur planète, sont des dieux. Cette espèce est de ce fait déifiée et sacralisée à l'aune de la compréhension de son mode d'existence et de pensée, car il y a 100 autres espèces extraterrestres que les Bajorans connaissent et qu'ils acceptent comme étant des espèces extraterrestres et qui ont exactement les mêmes caractéristiques d'omnipotence que leurs prophètes. Ce qui amène finalement Star Trek à nous demander qu'est-ce qu'un dieu, qu'est-ce qui fait que l'on assigne le mot de dieu? Est-ce celui qui vit ailleurs, dont le lieu n'est pas le nôtre, qui n'habite pas à la façon dont nous habitons, qui est précisément utopique? On a bien cette utopos, c'est-à-dire sans lieu. En tout cas, dans ce cas de figure, les Bajorans connaissent, voire côtoient des espèces identiques à leurs prophètes, mais leur foi modifie la représentation, faute d'un meilleur mot, qu'ils se font de ceci, de sorte que pour le croyant, intuitivement, et je cite, « il n'y a rien à prouver », comme le dit le Major Kira. Donc dans DS9, il ne s'agit pas de démystifier les croyances des Bajorans, qui seraient considérés comme primitifs ou inférieurs ou aveugles ou non civilisés, non rationnels. Au contraire, il s'agit de faire entendre la possibilité d'un vivre ensemble entre croyants Bajorans et agnostiques de la Fédération, aux représentants qui sont d'ailleurs généralement plutôt terre-à-terre de la Fédération. La station orbitale, ça devient ici l'espace d'habitat commun dans l'environnement spatial. Un espace qui est celui de la représentation finalement, un espace qui puisse contenir et incorporer les différentes images, les différents imaginaires que l'on attache aux prophètes ou à la religion. Ceci est particulièrement flagrant quand on présente le personnage du capitaine Sisko. Le capitaine Sisko, c'est un humain, il est capitaine de Starfleet, il commande la station orbitale. Or Sisko, alors qu'il est un humain et non pas un Bajoran, il est perçu comme le messie par les Bajorans, qu'ils appellent ça l'émissaire. Et là, on a un humain qui devient cette figure énigmatique de l'émissaire divin sans le vouloir aucunement. Rôle qu'il refuse d'abord, naturellement. Pourquoi serait-il fait émissaire de Dieu en lesquels il ne croit pas, lui? Rôle qu'il accepte ensuite d'endosser par intérêt politique, puis finalement en comprenant authentiquement l'importance interne et intime de cette croyance. On est en pleine représentation, en plein questionnement, qui ne cherche pas à prouver une vérité objective, Sisko est-il oui ou non l'émissaire, mais qui propose et cherche à faire cohabiter plusieurs réalités et vérités intimes et se faisant finalement subjectives. Concernant Sisko, après tout, ce qui compte n'est pas sa propre certitude à lui. Ce n'est pas à lui qu'on demande de croire qu'il est l'émissaire, de croire en les prophètes. Mais s'il se refuse à dénigrer les croyances bajoranes en ce qui concerne leurs prophètes, de quel droit dénigrerait-il celles le concernant lui-même en tant qu'émissaire? Sisko, proclamé émissaire malgré lui, dit à son fils
My point is, it's a matter of interpretation. It may not be what you believe, but that doesn't make it wrong. Dans la tension questionnante et l'entente finalement entre des personnages extrêmement dissemblables, Star Trek fait de la station le symbole d'un milieu indépendant et couplé à la fois. Ce milieu est propre à chacun et chacun doit vivre avec les représentations de cet espace de l'autre, sans imposition d'une démystification ou d'un dogmatisme religieux. Il s'agit ici de séjourner ontologiquement, dans un habitat qui puisse porter ses propres croyances et celles d'autrui. Les Bajorans connaissent parfaitement la technologie. Pourtant, leur peuple est resté profondément religieux, et la question n'est plus de savoir à cause de quelles caractéristiques des prophètes, la question en somme n'est plus la nature de Dieu ou est-ce que Dieu existe, mais bien comment faire d'une station orbitale le mi-lieu au centre duquel se rencontre la diversité des espèces existantes. Voilà pourquoi, dans un épisode emblématique, se pose la question de la démarcation entre un enseignement athée et un enseignement théologique pour les enfants vivant sur la station. L'école est ici le lieu humaniste par excellence. C'est le lieu de l'apprentissage et de l'éducation en perpétuelle construction. Or, ce lieu devient l'enjeu emblématique de la concorde et donc de la discorde. En effet, la station, sous le commandement agnostique de la Fédération, enseigne aux enfants la réalité scientifique qui les entoure. Donc, le fait que le trou de verre dans le ciel de Bajor est un objet d'astrophysique reliant deux régions de l'espace-temps entre elles. Se pose la question de l'enseignement de ces faits aux enfants bajorins, pour lesquels le dit trou de verre est également la demeure divine de leur prophète. Ce que nous dit Star Trek, c'est que quand on se demande si l'enseignement doit être croyant ou athée, à cet endroit-là, la question est mal posée. Et c'est ici, à mon sens, dans cet espace de questions que nous ouvre Star Trek, que prend lieu finalement la philosophie. Et à cet égard, je vais brièvement évoquer le philosophe Peter Sloterdijk en m'appuyant sur sa relecture de la notion d'habitat chez Martin Heidegger. Bon, d'abord Heidegger, pour faire la chose de manière extrêmement courte. Le Dasein, Sein, être. Le Dasein, c'est, si l'on veut, l'homme considéré sous l'angle de son existence. Le Dasein est être au monde chez Heidegger. Il s'ouvre au monde, il est le là. Par conséquent, il habite le monde. Et quand je parle de milieu en disant qu'il permet au Dasein d'habiter, je ne parle pas du tout des villes, je ne parle pas des cités industrielles, ni des maisons, ni de tout l'ensemble architectural qui fait le réseau environnemental de l'homme. L'habiter heideggerien ne fait référence ni au bâtir, ni au construire. Ce n'est pas construire des habitations, c'est même pas aménager notre espace vécu, car, nous dit Heidegger, bâtir est déjà de lui-même habiter. Habiter, ça veut dire faire sens de son environnement et y exister, y être concerné par les choses. Chez Heidegger, l'habiter est une situation ontologique primordiale, existentielle, et c'est même ce qu'il appelle le trait fondamental de la condition humaine. En somme, l'habiter est le mouvement du Dasein qui existe au monde et prend lieu dans le monde. Et c'est à partir de la notion d'habitat que Sloterdijk vient développer l'idée du séjour dans un autre monde, celui de l'espace, en nous rappelant que l'espace, donc dans un imaginaire actuel encore de conquête ou au moins exploration spatiale potentielle, l'espace n'est pas ordinairement un lieu en lequel l'homme puisse habiter. Sloterdijk écrit « Le vol spatial est beaucoup plus qu'un simple témoignage supplémentaire de l'expansionnisme des organes humains. » En philosophie de la technique, beaucoup de gens ici sont au courant, c'est très classique. On a notamment, depuis Ernst Kapp, par exemple, cette théorie de l'outil comme extension du corps de l'homme. Extension non pas morphologique, mais énergétique ou potentielle. Par exemple, le marteau, ce n'est pas ou pas uniquement la forme du poing relié au poignet, mais c'est l'extension plus générale de la capacité, de la potentialité de frapper. On a cette théorie comme quoi les moteurs sont des extensions de nos capacités motrices, tout simplement, construites par exemple à partir de nos organes de pompage, par exemple le système de pompe du cœur. Et au fur et à mesure, il y a une prise de complexité de ces systèmes et de plus en plus d'indépendance formelle vis-à-vis du fonctionnement des organes naturels de l'homme. Or, le vol spatial, nous dit Sloterdijk, c'est beaucoup plus qu'un simple témoignage, qu'un énième témoignage de l'expansionnisme des organes humains. Sloterdijk réfléchit au fait d'envisager l'espace comme un lieu possible et réel de séjour de l'homme. Ici, il ne fait pas simplement référence à l'accroissement de nos équipements et de nos outils, qui seraient transposables dans l'espace, mais bien à la création d'un second milieu d'existence humaine. Or, le vol spatial est généralement considéré non sous cet angle, mais précisément sous celui de l'extension, sous celui de la conquête finalement. Pour faire un bref détour par la définition historique du mot cyborg, ce mot est inventé par Klein et Klein pour définir un système artefact-organisme permettant d'étendre les aptitudes humaines dans l'espace. On oublie très souvent ce détail. Ces deux chercheurs étaient des scientifiques spécialisés en recherche spatiale. Donc, pour faire un peu d'histoire, ce mot cyborg signifie organisme cybernétique, donc inventé effectivement, comme je l'ai dit, par Klein et Klein. Donc, je sais que les noms ne sont pas extrêmement simples, mais bon. En 1960, à partir de la question vraiment spécifique de l'adaptation de l'être humain au milieu spatial. Leur recherche ne portait absolument pas sur l'imaginaire de la science-fiction, mais sur les moyens d'un habitat spatial dans le contexte du lancement du premier satellite artificiel Sputnik, donc dans les années 50, et du premier vol orbital de Yuri Gagarin dans les années 60.
Du coup, le début de l'exploration spatiale a entraîné des changements majeurs dans les paradigmes scientifiques, politiques, sociaux, artistiques. Et ici, la question de Klein et Klein, elle semble d'autant plus concrète. C'est biologiquement, quels sont les changements nécessaires pour permettre à l'homme de vivre convenablement dans l'environnement spatial. Habituellement, c'est la volonté de modifier les conditions de l'environnement, plutôt que les organismes humains qui est mise en avant. Par exemple, avec des atmosphères artificielles encapsulées sous diverses sortes d'enceintes habitables ou avec tout simplement une espèce de combinaison qui nous permettent de respirer dans l'espace. Mais Klein et Klein considèrent que ces solutions sont dangereuses et temporaires parce que, je cite, la bulle éclate trop facilement. Mais si l'homme tente de s'adapter aux conditions spatiales, au lieu de chercher à emporter avec lui dans l'espace son environnement terrestre, de nouvelles possibilités apparaissent, nous disent-ils. Klein et Klein en concluent qu'il faut tâcher de modifier le corps humain pour vivre dans l'espace, dans cette dimension proprement extraterrestre du lieu, plutôt que de modifier l'espace ou de projeter les conditions de la Terre dans l'espace pour y permettre la vie humaine. En conséquence, ils se proposent d'étudier les possibilités scientifiques, car ce sont des scientifiques, je le rappelle, soutenant l'idée d'une amélioration de l'homme, propice à sa survie dans l'espace, et introduisent, pour nommer l'homme ainsi modifié en relation à l'espace, le terme cyborg. Le corps cyborg renvoie donc à l'autosuffisance de l'organisme humain, une fois qu'il a été amélioré par des moyens techniques, afin de se maintenir en totale autonomie dans des conditions de vie qui ne lui sont pas, à l'heure actuelle, biologiquement naturelles. Donc, au lieu d'essayer de modifier l'environnement, nous disent-ils, dans le cadre de la recherche spatiale, la seule chose qui semble réalisable serait de modifier l'être humain pour qu'il s'adapte au milieu spatial. D'où le cyborg, cybernetic organism. Or, quand on conçoit ensuite la station orbitale, à partir de la science-fiction, à partir de Star Trek, de DS9, on a exactement ce qui semble irréalisable à Klein et Klein. Non pas une modification de l'homme, non pas une cyborgisation en tant que telle, mais bien une modification du milieu spatial. L'espace est un lieu où il n'y a pas de présence humaine. À bord d'un vaisseau spatial, ce n'est pas seulement l'équipage humain qui s'adapte à son environnement, mais c'est l'espace humain, le vaisseau lui-même, qui est entièrement construit pour s'adapter à l'environnement, afin de maintenir la vie humaine. Un vaisseau spatial incarne une habitation prothétique où l'environnement est contrôlé et régulé afin de protéger et de renforcer les vies humaines. C'est le modèle absolu du monde dans le monde qui vise à construire de manière radicale et excentrique les prémices de la vie dans l'espace. Car selon Sloterdijk, l'homme a besoin d'être intégré à une sphère porteuse, à une sphère d'existence humaine, qui soit à la fois naturelle, c'est la question avec Klein et Klein, du coup, du fonctionnement vraiment biologique de l'organisme humain, qu'il pose durant l'idée de la conquête spatiale, donc une sphère d'existence humaine naturelle, c'est-à-dire biologique, dans laquelle nous puissions survivre, mais aussi culturelle, c'est-à-dire symbolique, qui fasse sens pour l'homme, en laquelle il puisse exister, c'est-à-dire au sens vraiment heideggerien, habiter, être là. Ici, on retombe sur la question du langage, de l'art, mais aussi de la spiritualité et de la religion telle qu'elle existe, naît et va se construire en un lieu, en un milieu. Celui qui veut se rendre dans le cosmos doit donc apporter son environnement avec lui pour avoir un lieu où il puisse séjourner, un lieu proprement humain, ne garantit pas juste de vivre ou survivre biologiquement, physiologiquement, mais bel et bien de séjourner. Et c'est peut-être ce qu'oubliaient du coup Klein et Klein dans leur recherche. Où l'homme ferait-il séjour? Où pourrait-il se poser, atterrir, s'il n'y avait pas autour de lui dans l'espace la construction d'un habitat ontologique proprement humain? Qu'en serait-il de l'existence humaine si l'homme n'avait que ses fonctions vitales, garanties artificiellement, certes, sans être lui-même nulle part? Sans être nulle part, c'est-à-dire n'étant raccordé et rattaché à rien. Donc, pour Sloterdijk, il ne s'agit pas de projeter nos fonctions organiques dans de nouveaux outils. Il ne s'agit pas d'une énième démonstration de l'expansionnisme des organes humains. Il s'agit au contraire de faire d'un lieu un milieu proprement humain, un habitat au sens phénoménologique. Selon lui, avec le vol spatial, l'humanité quitte le stade de l'expérience de soi par extension et expansion via ses outils, ses équipements, pour entrer dans celui de l'expérience de soi par transplantation et implantation d'un nouveau milieu d'existence. Il s'agit de transplants et d'organes ontologiques, nous dit-il. L'implantation d'un monde dans un ancien néant externe. Un monde, bien entendu, au sens existentiel, pas spatial, donc incorporant la spiritualité, la religion, l'art, la technique, etc. Habiter dans l'espace, c'est prolonger l'environnement lui-même en une sphère symbolique et naturelle. Or, comme l'a très bien dit Jean Guinado, c'est la place du cosmos dans la science-fiction qui permet de lui attribuer une dimension religieuse, certes sécularisée. Le cosmos, ce lieu infini et spéculatif, c'est ce qui motive tout le principe philosophique de Star Trek depuis cette première citation, espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, on pourrait la refaire tête en cœur. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Le vaste et infini cosmos
est donc traversée par le vaisseau spatial ou par la station orbitale, comme lieu de vie extrêmement réel finalement, qui puisse proprement héberger le séjour des êtres dans l'espace. Pour en venir rapidement à Star Trek et à DS9, une chose très intéressante, j'ai dit que les prophètes de DS9 habitaient dans cette dimension intermédiaire du trou de verre, dans le domaine spatial des Bajorans, et que le Messie des Bajorans était le capitaine de la station orbitale. Or, Sloterdijk nous dit l'asymétrie métaphysique entre la transcendance divine et les êtres humains est remplacée par l'asymétrie de position entre la station spatiale et la station terrestre. Pour lui, le vol spatial a trouvé la solution la plus élégante, finalement, au problème le plus ancien de la métaphysique. Il résout l'énigme d'une discontinuité ontologique entre le plus haut et le plus bas. Et c'est sans doute ça que Star Trek, en plaçant les croyants au plus près de leur déité, a vraiment essayé de réaliser. Ici, la station orbitale, en tant qu'espace créé par l'homme pour l'homme, doit être continuellement redéfinie, renouvelée, afin de permettre au mieux d'habiter ensemble, étant donné la diversité d'espèces qui y séjournent. Ce message transcende, car c'est un message naturellement, transcende symboliquement l'humanisme classique, construit autour d'une vision fixe de la nature de l'homme, notamment par exemple des universaux tels que la raison ou la dignité, pour chercher, au lieu de solutions, à établir un espace de compréhension et de communication pour les différents partis, où la question de l'école, symbole humaniste par excellence, se pose différemment. Car on peut toujours tracer, quadriller, établir ce qui va être bon ou mal, athéisme, religion, science, technologie, et faire des oppositions dualistes. Mais il s'agit ici pour Star Trek de poursuivre la construction de l'habitat commun et donc d'entrer dans cet espace de libre parole. Et qu'on y adhère ou pas, ce message, cette éthique finalement progressiste, très idéaliste bien entendu, est celle de Star Trek. Et pour conclure, je dis que ce message était certes idéaliste, tout à fait. Star Trek connaît la complexité de cette espèce de quête philosophique éternellement repoussée, compromise, redistribuée autour d'autres enjeux à travers toute leur série, car la série pointe le problème et le détail, mais fait aussi aveu d'impuissance. Quand le major Kira dit que pour les croyants, il n'y a rien à prouver, aux représentants de la Fédération, qui sont par définition des scientifiques, des chercheurs, des explorateurs, il y a ici un aveu d'impuissance. Si on ne leur prouve pas à ces scientifiques, ils ne parviendront jamais à cette intuition intime de la foi. Or, les croyants n'ont rien à prouver, nous dit Kira. Il s'agit dès lors de vivre ensemble tout en acceptant sur ce point une distance absolument irréductible. Il n'y a jamais de fin finalement au questionnement religieux et théologique en soi, c'est-à-dire jamais de point d'arrivée, de topos. C'est vraiment là où on est dans l'utopie. Jamais de lieu. Et c'est là, à mon avis, que doit entrer en scène la science-fiction, et notamment la perspective progressiste, optimiste, idéaliste de Star Trek, qui cherche à créer des milieux intermédiaires. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc, merci Jessica pour cette présentation très stimulante, plus courte que le temps imparti. Donc, ça laisse plus de temps au débat et on va tout de suite accueillir Gemma Serrano, qui est théologienne au Collège des Bernardins à Paris et qui va donc entamer le débat avec vous. Et puis après, bien sûr, il se poursuivra avec la salle. Je vous laisse le micro, puis je pense que Bonjour. La question, quand Franck m'a dit tu vas être répondant des séries télé Star Trek, Battlestar Galactica, j'étais malade. Je dis je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais tout faire pour y arriver, pour pouvoir. D'ailleurs, je ne suis pas encore super bien, mais je ne pouvais pas manquer cette affaire. Par contre, quand j'ai posé la question des répondants, parce que dans mon imaginaire, vous voyez, les vieux colloques des séries ici où il y a les répondants, c'est celui qui fait aussi une conférence. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas en 10 minutes, c'est difficile. Donc, c'est pas ça les répondants. Du coup, je me suis dit, non, c'est les contradicteurs, vous voyez, dans la disputation. Je me suis dit, OK, comme je suis très scolaire, je dis, je vais lire, parce qu'ils ont eu la gentillesse de me donner les papiers avant. Donc, je dis, ah, mais très bien, je vais lire les papiers, etc. Du coup, je ne sais pas ce que je fais comme répondant, mais vous me direz, l'idée, c'est de discuter. Je suis partie, puis je me suis dit, en tant que théologien, donc encore pire, vous voyez, la chose, c'était encore pire.
Donc, je me suis dit que entre les deux, parce que c'était difficile aussi de dire l'un et l'autre. Bon, il y a l'un et l'autre, je le vais faire comme ça, mais il y a quelque chose en commun, selon moi, c'est cet habité et cet lieu, cet espace, hein, qui est pour moi un lieu, quelque chose qui se définit de manière commune parce que comme vous avez dit dans votre présentation, c'est cet habité qui se joue dans l'espace, à l'intérieur de la nave, comme cette matrice protectrice que dans l'architecture on voit, ou les plumes déjà établies. Et de la même manière, cet habité, c'est cet habité, cette terre que de toute façon, dans les 4 lieux qu'il trouve, c'est pourri. Et dans celle qu'on voit en 2004 ou à la fin de la série, c'est encore en train d'exploser et cela va revenir encore. Du coup, je me suis posé la question de cet habité et de cette terre au niveau théologique, qu'est-ce que cela pouvait poser. Et je vais parler d'abord des idées, mais c'est juste des hypothèses ouvertes pour en discuter, plus que de questions concrètes pour l'un ou pour l'autre. Je me suis dit que pour Battlestar Galactica, on voit bien sûr des Cylons monothéistes, des humains polythéistes, une société sécularisée, mais une grande fluidité des croyances, parce que les personnages passent d'être athées à être des nouveaux convertis très sérieux, à douter, à être des agnostiques, à être des sceptiques, et un personnage ne reste jamais dans une position, sauf pour Cara Trace, Starbuck, qui reste dans sa position. Les restes, ils ont une fluidité, une perméabilité aux croyances, aux événements et tout cela qui se passe très clair. Et on voit dans les deux champs, que ce soit les Cylons, que ce soit les humains, des athées, des croyants fervents, etc. Dans tous les deux champs, il y a les Cylons qui ils ont encore une autre interprétation de Dieu. On est toujours dans l'herméneutique de qui est le Dieu à qui on va y croire. Mais ce n'était pas tant ça qui m'a... Et comme vous dites aussi, on a toutes les figures des différentes religions qui se mêlent et en fonction des premiers principes de Star Trek, non, la première commandement, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas prendre sur de Dieu, il ne faut pas être... Après, on va transgresser tout ça normalement, mais peu importe, on va faire comme ça. On voit aussi toutes ces différentes figures, comme celle de l'école, est-ce qu'on enseigne, on n'enseigne pas, comment ça va se mettre. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que l'un et l'autre, d'une manière différente, mais en particulier en Battlestar, cette société coloniale, mais aussi Cylon, se fonde, leur croyance est fondée à partir d'une promesse. Hein? Et du coup, la promesse, c'est celle de la terre. Voilà, ça semble, c'est vraiment la promesse première. Hein? La promesse, c'est de trouver une terre où habiter à nouveau. Et dans Star Trek, c'est pas de trouver une terre parce qu'on va explorer, on va trouver de nouvelles terres, hein, mais c'est qu'est-ce que ça signifie habiter un espace. Au fond, on est dans les mêmes, de manière différente, mais à poser la chose. La première promesse, au-delà d'être sur les livres de la Pity, c'est Adama, l'amiral Adama, qui les fait. Il est clair que l'amiral Adama promet sans croire. Hein, promet quelque chose à des finalités politiques ou à des finalités sociales pour donner de l'espoir aux gens, pour les faire embarquer tous dans les différents vaisseaux spatiaux, peu importe. La seule chose, c'est qu'il commet cet acte performatif d'y promettre et on les voit aussi changer et moins très ironique à la fin de dire comment on appelle ça, on va l'appeler Terre, en disant je crois pas, on n'y est pas. Hein. Mais ne serait-ce pas les propres de la promesse, celle de la trahison, qu'on dirait Derrida, même si Derrida ne l'écrit pas comme ça. Mais les propres des promettre, c'est aussi celui du mensonge qui est incorporé parce qu'on n'est pas dans la prévision. Promettre n'est pas prévoir. On ne peut pas prévoir que cela sera comme ça. Il y a tout, c'est inaccessible, et là c'est vraiment Derrida qui le dit, c'est inaccessible de la promesse qui ne va pas prévoir ce qui arrive. Et donc du coup,
Elle a à l'intérieur d'elle-même une possibilité que je dis de trahison. Elle est nécessaire de la trahir et de mensonge. Et je crois que là, il y a quelque chose de profondément théologique qui est mis en place, hein, au-delà des typologies sociologiques, on pourrait dire, face à la croyance. Ça, c'est la première chose. Donc, la terre promise, la manière d'habiter, dans l'un ou l'autre, est le fil conducteur, à mon avis, du fond qui se met en place. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il se joue dans cette terre la figure de l'avenir des gens humains, mais aussi la figure de l'avenir des Cylons. Figure avec différents enfantements. Celui des Héra avec l'homme, l'humain, mais aussi des deux Cylons. À la fin, les bébés meurent, mais l'union des deux Cylons fera aussi peut-être une race toute pure, etc. Mais il y a une immortalité malgré la mort et dans ces promesses, dans cette terre, dans cet habité, même dans le Star Trek, ce qui se joue, c'est vraiment la figure de l'avenir des genres humains et de toutes les autres espèces, hein, on va rencontrer. De tout vivant, disons, qu'ils soient humains, pas humains, Cylon, pas Cylon. Une autre chose, dans la promesse, se profile une eschatologie, hein, qui fait de la Terre plus que cette Terre. Ce n'est pas l'espace géographique comme tel. Ce qui se joue, c'est l'attente active d'un monde nouveau. Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose de nouveau? Et ça va être un facteur de mouvement pour tous les sauts galactiques. Quoi qu'ils fassent, à chaque fois que les naves vont sauter, il y a ce qui se joue, c'est cette attente active d'un monde nouveau. On peut dire aussi que les voyages au risque de la promesse, de ces voyages galactiques, ne se comprend pas comme un détour ou une parenthèse, malgré le fait que cela se répète, parce qu'il n'est pas un retour à l'identique. Je vais dire pourquoi théologiquement, ce n'est pas un retour à l'identique. Mais avant ça, je fais une autre chose, c'est que la conquête de la terre promise, tout d'abord, c'est l'enlèvement des obstacles pour qu'on puisse vivre en paix dans les pays de lait et de miel, au moins dans les textes bibliques, mais aussi pour qu'on puisse vivre dans les principes du Créateur. Donc, ce qui se joue dans la conquête de la terre promise, c'est l'enlèvement des obstacles. Et dans l'une et l'autre série, dans cet habité, il y a une succession d'obstacles et des terres trouvées et des terres réparties. On voit que dans les écritures bibliques, quand on parle tout le temps, il ne nous parle pas du ciel, hein, il nous parle tout le temps de la terre dans tous ses états. Et c'est là qu'on la voit, la terre dans tous ses états. Une terre où on est l'esclave et dont on arrive à sortir ou à rester. Une terre promise vers laquelle on marche. Une terre où l'on demeure, mais on tombe dans l'injustice, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans la destruction, on tombe dans la radiation, peu importe. Une terre ou une ville après laquelle on soupire, mais qui est occupée, qui est détruite, qui ne va pas être à la hauteur de ce qu'on attend que ce soit une ville. Mais il est toujours sur le fond d'attente d'un lieu nouveau. La terre promise, ce n'est pas non plus une terre parmi d'autres, mais c'est le chez-soi d'une promesse accomplie. Hein, une promesse qui s'accomplisse. Et donc, on voit que dans cette promesse qui s'accomplit, on n'est pas du tout, comme dit à la fin, comme vous avez écrit dans votre texte, ça suffit d'avoir trouvé la terre, tout est fait là. La terre n'est jamais. Elle est la destination, mais elle est aussi le lieu du départ. Vous voyez? Parce que la promesse, au moins théologiquement, au moins dans la théologie catholique, et la promesse, comme je dis, ne peut jamais être un détour, une parenthèse ou un retour à l'identique, parce que c'est une terre désirée, c'est une terre promise, habitée, et puis perdue, et puis habitée de nouveau. Hein? Parce que l'accomplissement de la promesse ne saurait aller sans ouverture et déplacement.
dans les écrits johanniques, affectionne deux verbes complémentaires, aller et demeurer. Il faut aller, mais jusqu'à demeurer. Et l'on ne peut demeurer tant que l'on n'est pas dans l'éternel, sans aller. Donc, le mouvement qui permet à un esprit, n'est-ce pas, de reconnaître dans la terre un don de Dieu, quelque chose que Dieu donne, se nomme hospitalité et pèlerinage. Donc, la terre n'est pas uniquement, vous voyez, les lieux géographiques dans lesquels on délimite. Ce n'est pas on y arrive et voilà, c'est fini. C'est le lieu à nouveau d'une ouverture, d'un commencement, d'un pèlerinage, d'une exploration et en même moment d'hospitalité dans lesquels on voit comment être hospitalier. En Star Trek, c'est très clair, ces normes de l'hospitalité qui se met en place. On voit du coup que cette promesse d'un espace à habiter, peu importe qu'il s'appelle Cobol ou les puits, voilà, ce qui se joue, à mon avis, et c'est une proposition aussi, c'est ce qui se joue, qu'est-ce qu'on entend par terre et demeure, et qu'est-ce qu'on entend du coup par séjour. Et ce qui est très intéressant à nouveau dans les écritures, c'est qu'on voit que monde, cosmos, mais aussi bête, maison, hein, tous les deux lieux peuvent être en relation, ce n'est pas uniquement l'espace physique, parce que la maison, elle est réseau des relations. On est chez soi quand on est en relation avec les uns et les autres. On est chez soi quand ces relations se portent sur la concorde, l'harmonie, la paix, le respect, l'hospitalité. Bon, bref, on pourra faire la liste infinie. Mais ce que fait un séjour, c'est vraiment la multiplicité des relations qui sont possibles et qui génèrent une communauté ou une exploration pour d'autres personnes, pour d'autres lieux, etc. Donc, je me pose cette question, si ce qui s'est joué là-dedans, c'est plutôt religieusement ou théologiquement, cette promesse à laquelle adhèrent à tous, parce qu'au fond, tous les commandements de Starfleet, de Star Trek, sont des commandements, des promesses d'un monde meilleur, d'un monde uni, d'un monde, voilà, des fédérations unies, etc. C'est la promesse d'un séjour qui n'est pas tant un séjour physique, même si il est nécessaire, mais d'un séjour où les relations humaines peuvent se concorder un peu. Et donc, du coup, les séjours dans lesquels on habite, au moins chrétiennement, les lieux de l'habitation est toujours Dieu. Vous voyez, il y a toujours deux choses qui se passent. On appelle Dieu pour qu'il vienne chez nous, et c'est nous qui sommes chez lui. Il y a toujours ce double aspect. Vous direz, c'est de la science-fiction pure, n'est-ce pas, ou un truc qu'il faut travailler psychanalytiquement, mais on pourra en discuter si vous voulez. Mais c'est toujours ces séjours relationnels, d'exploration, d'hospitalité, des nouveautés, d'ouverture qui se met en place théologiquement. Il y a une chose quand même sur laquelle je ne résiste pas à la fin de votre texte. Vous vous dites, il y a une distance irréductible entre croyants et non-croyants dans les textes, dans la série. Et moi, je ne réussis pas à avoir ces points irréductibles parce que ce qui me vient plutôt à la tête, c'est vraiment cette plasticité, évolution de positionnement. On ne reste jamais non. Si on reste uniquement affirmé dans un lieu, on reste quand même fortement statique, hein, pas en mouvement, et puis pétrifié. Hein, on séjourne d'une manière pétrifiée. Et d'autres chose, c'est que tant l'un et l'autre partagent beaucoup de choses, et on les voit dans les personnages à chaque fois, dans une série et dans l'autre, les affects, les passions, les doutes, l'humour des personnages, la critique, les efforts, la durée, toutes ces variantes qu'on met ensemble, mais que
sont communes à l'un et l'autre face à un rapport à la figure de Dieu. Voilà un peu ce que votre réflexion ou la vision de ces séries pendant des années, parce qu'on ne peut pas se voir Star Trek d'une seule fois. Par contre, je me suis refait Battlestar Galactica en 2 week-ends et je suis sortie là parce que je l'avais vu et je ne l'avais pas fait vraiment avec l'idée des religions. Voilà un peu, théologiquement, je me dis, il se pose ces questions de la vie, de la maison, de la terre et surtout de la promesse qui nécessite une trahison. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bah, merci beaucoup pour vos remarques. Je trouve qu'elles sont très pertinentes. Dans la distance irréductible dont je parlais à la fin, juste pour rebondir sur ça rapidement, c'est moins dans justement le milieu, à mon avis, dans Star Trek, il est très très présent. C'est la distance irréductible de la preuve en tant que telle que je voulais souligner. Le fait de prouver à des scientifiques cette foi intime qui, là, pour le coup, marque finalement la distance entre deux modes de pensée qui rendent les choses différentes et difficiles. Et sinon, je trouve très intéressante l'idée de cette espèce de figure de l'avenir qui passe par le détour et donc par le voyage. Quand on pense notamment justement à la série de Star Trek qui s'appelle Voyager, où en fait ils partent de la Terre, ils sont projetés d'un coup très très loin de chez eux et en fait ils doivent juste retourner à la Terre. Et en fait ça prend 7 saisons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, Star Trek nous dit littéralement que l'intérêt n'est pas du tout le topos d'arrivée, mais le voyage. Et c'est cette espèce à mon avis, de philosophie première qui essaye de passer vraiment dans l'idée du vaisseau qui va découvrir des choses, quoi. Star Trek n'est pas du tout conquérant, il ramène pas ses découvertes à la Terre, mais vraiment, il essaye d'étendre le champ de connaissances et de partir du principe que ce qui compte finalement, c'est d'avancer ensemble et de trouver un déplacement et non pas un lieu. C'était pour les premières remarques, mais je pense que du coup, tu vas pouvoir rebondir aussi un petit peu sur ce qui t'intéressait. Puis... Oui. Oui, parce que mais je vais continuer comme ça. Ouais. D'accord. Merci. Alors, oui. Vous aussi laisser parler. Alors, oui, bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je vais sortir du sujet, si vous me permettez. Sur le voyage spatial, il y a des fois où ça se passe mal, au sens, je ne sais pas si vous avez vu ce très mauvais film d'horreur qui est Event Horizon, où lorsqu'on essaye un voyage dans l'hyperespace, en réalité, ils rentrent dans l'enfer et donc les personnes commettent des atrocités. En fait, le voyage spatial devient impossible parce que justement, si on franchit l'hyperespace, en fait, on entre dans une autre dimension qui est démoniaque. Ici, c'est pas le cas de nos personnages où le voyage se passe bien. Alors sur le pays de lait et de miel, c'est marrant parce qu'il y a des personnages qui utilisent exactement l'expression. Donc on a une référence biblique absolument magnifique quand ils trouvent la terre. En plus, là pour le coup, c'est la vraie promesse trahie puisque justement la promesse est accomplie. On est dans le pays de lait et du miel et pouf. D'ailleurs, il se suicide à l'épisode d'après parce que c'est trop dur. Spoiler. Non, mais c'est un passage un peu compliqué. Sur la race pure, c'est intéressant là aussi parce que justement, ce qui est quand même un peu implicite avec l'échec d'un enfant si long, c'est que justement, c'est parce qu'il essaie d'être purement si long et que dans l'idée de rompre le cercle et de créer une nouvelle humanité, parce qu'il y a quand même cette idée d'humanité régénérée. Voilà. C'est le mélange des trois, les Cylons, l'humanité classique et puis Homo sapiens qui est en train de s'amuser. Et d'ailleurs, vous avez l'épisode où justement le sang de la petite Hera guérit la présidente. Oui. Au moment pour qu'elle n'utilise pas la seconde fois quand elle tombe malade. Ah voilà, Elle va mourir. Ça a l'air, oui, il faut qu'elle meure. Ouais, voilà. Sinon, ça peut pas être Moïse, hein, parce que comme on va essayer de répéter les histoires, on a Moïse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça suggère quand même assez discrètement que si on a 3 groupes sanguins, c'est parce qu'on est issu de ces 3 groupes-là. Donc si vous êtes du groupe O, vous êtes descendant de Cylon, je vous préviens. C'est mon cas. Je ne sais pas quoi en sortir. Donc oui, non, enfin, l'idée... Pardon? Je ne sais pas, mais... On est sûrement tous un petit peu. Donc oui, sur les promesses trahis, moi j'ai bien aimé cette remarque. Je n'avais pas du tout pensé à cette idée-là que finalement, il faut presque... De toute façon, c'est l'attitude cynique des personnages. On promet quelque chose dont on sait qu'on ne peut pas le tenir.
mais parce que c'est expédient, parce que c'est le bon moment. Et puis, il y a un moment, quand on va trop au bout de la promesse, on se fait piéger. C'est le cas de Gaius Baltar, quand il dit il fonde sa campagne électorale sur on va s'installer sur New Caprica, alors que tout le monde sait que c'est une mauvaise idée. On s'obstine, on le fait, et ça se termine en catastrophe. Non, mais c'est juste parce que vis-à-vis de... Je n'ai jamais vu Battlestar Galactica. Ça m'a donné envie de le voir, au moins. Donc, je pourrais dire... Et puis, étant donné que j'ai vu tout Star Trek, je peux me dire, bon, ça va. L'investissement en termes d'heures de cinéma est un peu moindre. Ce que je trouve très marrant, c'est que du coup, tu parles de la figure de Moïse. Enfin, marrant, c'est intéressant, tout simplement. Tu parles de la figure de Moïse et Adam, ça semble quand même immédiat. Ça semble les couples originels. Ben, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Adama, en vieil hébreu, du coup, ça veut dire la terre. Donc justement, on a cette, le symbole est genre complet, et puis il se bat visiblement, comme tu disais, donc dans le vaisseau spatial contre une femme qui s'appelle Cain. Donc je pense que là, en termes de métaphore, on est bon. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a ici deux séries qui ont des partis pris, je dirais pas opposés, mais très très différents. Tout simplement parce que Star Trek est fondamentalement optimiste et Battlestar Galactica, visiblement, d'après ce que j'en entends, a un côté assez pessimiste. Non, pas tant que ça. Excepté que personne ne réussit. À la fin, il y a un pari, justement. Il y a un pari final. C'est la question finale. Hein. C'est produit déjà, mais est-ce que ça va recommencer? Et c'est ce que dit Head Six à la fin. C'est plus un système se répète, plus il y a la possibilité qu'il y ait une erreur et un changement qui s'introduise. Et le fait que, par exemple, ce qu'on dit pas, enfin, je n'ai pas le temps de dire, mais entre le départ de Kobol, donc la destruction de la Terre, ça, il s'écoule au maximum 3000 ans. Là, on a tenu 150 000 ans sans se détruire, donc on a peut-être une chance de s'en sortir, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'Adama et Cain, c'est une... En fait, c'est déjà présenté dès la série originelle, hein, c'est justement tout l'idée que c'est un décalque un peu de l'histoire humaine et de l'histoire biblique dans l'espace. Donc, ça, c'était une volonté de Glenn Larson de faire ça. Donc, d'ailleurs, il y a un brouillon qui s'appelle l'Arche d'Adama. Donc, si vous voulez, un peu lourd dans la symbolique. Voilà, on va peut-être passer aux questions. Ce qui m'a frappé en fait dans vos deux interventions, c'est la question du rapport au lieu, au changement de lieu, enfin à l'espace. Bon, cette question de la nouvelle Terre, mais en fait, je suis assez sensible, peut-être dans la ligne, de réflexion du philosophe allemand Byung-Chul Han à cette question du temps. En fait, il a écrit un petit livre qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle De la disparition des rites, où il cite en fait cette phrase justement de Saint-Exupéry dans Citadelle: les rites sont dans le temps ce que la maison est dans l'espace. Et se dire, effectivement, on peut être confronté à des modes peut-être d'addiction, de répétition, mais il y a en fait cette dimension humanisante et spirituelle en fait de ce rapport au temps. Alors, je l'ai entendu peut-être un peu du côté de peut-être les mantras qui reviennent, mais en fait, je ne sais pas, enfin, justement, à travers ces deux séries, est-ce que vous voyez voir en fait cette dimension un peu spirituelle ou une manière d'habiter le temps, en fait, qui parlerait d'un chemin ou d'une quête qui s'accomplit. Dans Star Trek, ce qu'on a à ce niveau-là, au niveau du temps, c'est tout simplement les prophètes qui vivent dans un temps non linéaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'ils ont besoin de discuter avec un humain, ce qui arrive très rarement, et c'est précisément un acte prophétique, et comme Sisko est le premier à avoir cet acte prophétique, c'est pour ça qu'il est considéré comme l'émissaire, le temps, du coup, ils doivent en quelque sorte le fixer. C'est-à-dire, tout à coup, ils se retrouvent à devoir parler de manière très énigmatique, non pas parce que ils ont une volonté d'être énigmatiques, non pas parce qu'ils ont envie d'être vraiment mystiques dans la perspective, de proposer des défis à l'intelligence, mais plus parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à cette espèce de corporéité dans le temps. Et du coup, ils ont un mode de présence quand ils sont en face d'un humain qui va être localisé, non pas dans le temps, mais du coup dans l'espace. Ils vont avoir besoin de créer un faux lieu et de passer de faux lieu en faux lieu. Et pour eux, c'est un petit peu comme si les secondes se passaient.
Donc en fait, on va voir Sisko passer d'un lieu à un autre sans aucune transition. Donc scénaristiquement, le cinéma permet vraiment de faire ça sans aucun souci. Et pour le coup, en fait, du coup, c'est parce que le temps, en ce qu'il est fixé, c'est le passage de lieu en lieu finalement. Parce que il est impossible pour eux de concevoir un écoulement continu du temps. Et là, du coup, je pense qu'on touche quelque chose d'assez intéressant parce que pour l'humain, l'écoulement continu du temps, c'est presque la fonction, le temps originel humain. Finalement, quand on reprend Heidegger et sa relecture par Françoise Dastur, justement, elle parle du temps originel et pour elle, c'est le temps fini, le temps humain, en partant du principe que l'éternité est liée au divin et que le temps originel, le temps humain, est lié à un temps fini. Et que la conception qu'on a d'une éternité divine, on ne peut l'avoir qu'à partir d'un temps fini. On peut imaginer l'éternité comme éternité divine qu'à partir du fait qu'on connaît un temps fini. Mais l'inverse, c'est pas possible. Du coup, le Dieu ici, que ce soit le Dieu dans Star Trek ou le Dieu de manière générale, tel que peut l'entendre Heidegger, soit dans l'un peu théologique, si c'est un Dieu d'éternité, il ne comprend pas le temps fini. Il ne peut pas s'inscrire dans un temps fini. Et du coup, dans Star Trek, il a besoin, si on prend la métaphore, il a besoin de passer de lieu en lieu, finalement. Et là, je pense qu'on a quelque chose au niveau du temps qui est vraiment intéressant et bien trouvé quoi, scénaristiquement pour la série. Je ne sais pas si ce serait aussi profond. En revanche, on a deux rapports au temps différents entre les Cylons et l'humanité. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais les Cylons humanoïdes, enfin, d'ailleurs tous les modèles, ils se réincarnent. C'est-à-dire que quand ils meurent, ils quittent leur enveloppe corporelle et ensuite ils sont retéléchargés dans un central où ils peuvent récupérer une nouvelle enveloppe. Avec l'idée que la mort est une expérience, au sens on apprend des choses en mourant qui vont permettre de grandir. C'est encore mieux que la réincarnation, c'est encore mieux que le karma parce que à chaque fois vous tirez des enseignements qui permettent de vous améliorer. Par exemple, il y a un chasseur Cylon qui est excellent parce qu'en fait à chaque fois qu'il est détruit, il apprend tactiquement comment mieux abattre ses adversaires. Donc il devient évidemment, c'est très difficile de le battre. Donc ils ont un rapport au temps qui est complètement différent. C'est eux, ils ont le temps, littéralement, de faire ce qu'ils veulent et puis voilà. On sent que c'est pas des gens stressés. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le temps, mais ils ont de la place. Du coup, ça m'y fait penser à votre question. Dans leur vaisseau, hein, leur vaisseau mère, c'est des vaisseaux. Il y a beaucoup d'espace. On n'est pas, alors que dans la flotte humaine, les gens sont entassés. Ça, c'est réaliste. Hein, ils sont entassés les uns sur les autres et le temps joue contre eux tout le temps, si j'ose dire. Hein, la série passe très vite. Hein. Il y a à peu près 3 ans en réalité entre la destruction des colonies et l'installation sur la Terre définitive, sachant qu'il y a en gros plus d'1 an qu'on ne voit pas parce que c'est le saut entre la 2e et la 3e saison où il s'installe un minimum sur New Caprica. Donc en fait, c'est vraiment une saison qui se passe très vite parce que le temps est contre eux. Soit ils sont rattrapés par les Cylons, soit de toute façon ils vont s'éteindre. Et il y a un moment, enfin je crois que c'est Baltar quand il calcule, voilà, avec le taux de reproduction, dans 18 ans, l'humanité n'existe plus. Donc le temps est un adversaire. Il faut faire vite. Les ressources s'épuisent. Parce qu'ils sont dans un système de ressources extrêmement fini, puisque c'est ce qu'ils ont à bord des vaisseaux. Pareil, hein, l'univers est hostile, donc les étapes pour retrouver de l'eau, retrouver de la nourriture, c'est très compliqué quand c'est possible. Donc le temps est contre eux. C'est l'enfer. Si j'ose dire. Pardon, il y a plein de questions. Oui, mais je ne sais pas si je dois prendre la parole parce que c'est pas en fait encore très clair dans ma tête. Donc si quelqu'un d'autre veut, je veux bien me lancer, mais si c'est bon, je vais quand même essayer, mais c'est parce que c'est sur cette question de la répétition et d'une espèce de qui est un des thèmes, j'ai l'impression, qui traverse aussi de manière assez récurrente la réflexion depuis ce matin et notamment depuis la conférence de Serge Lehmann. Voilà, j'ai l'impression que c'est aussi une structure narrative que nous propose la science-fiction en particulier. Cette espèce de... parce que justement, elle joue sur une temporalité, hein, comme on a pu voir de différentes... des uchronies dystopiques, des sortes de prophéties presque, hein, que souvent des récits science-fictionnels sont utilisés comme quelque chose qui a déjà eu lieu presque. Hein. On se débat aujourd'hui pour savoir si on vit plutôt dans un monde orwellien ou plutôt dans un monde huxleyen. Est-ce que Huxley ou Orwell avaient... Comme si we've already been here before. Hein. On a déjà vu ça quelque part. C'est bizarre, non? On a déjà vu des caméras de surveillance, des trucs. Bon. Et ça me fait, c'est quelque chose qui m'a un petit peu fait tilter dans votre présentation quand on a parlé de hasard pour le Deus Ex Machina. Vous avez utilisé plusieurs fois le terme hasard en parlant de providence. Et je crois que c'est un glissement sémantique, mais je crois que ça touche quelque chose de profond sur cette répétition. Il me semble, hein, je ne suis pas théologien, mais la providence, ce n'est pas du hasard. Le hasard, c'est on roule des dés un temps infini.
Et un temps infini, bon, c'est le truc de point carré, un jour, il y aura bien une combinaison qui va se répéter. On n'a pas le temps infini, évidemment. La providence, c'est les dés sont pipés. Et donc, ils vont souvent retomber, il y a de très bonnes chances qu'elles vont tomber sur la bonne combinaison. Et je me demande justement, c'est un peu spéculatif, hein, mais si la science-fiction n'est pas, c'est pas du hasard, justement, comme beaucoup de gens qui sont pas très, qui comprennent pas trop le genre de science-fiction disent, oui, mais c'est improbable, enfin ça sort de nulle part ce truc, c'est comme si c'était une faille narrative. Mais j'ai l'impression que là il y a quelque chose de propre qui peut-être rapproche la science-fiction et l'espèce de rite aussi religieux de la répétition, hein, de l'auteur pipe les dés, enfin, dans la science-fiction. Mais ce n'est pas non plus du hasard. Et il faut croire dans le récit pour... Enfin voilà, c'est là où je bloque un petit peu et je ne sais pas très bien. Mais voilà, je ne sais pas si éventuellement vous pourrez m'aider là-dessus. Oui, alors c'est de ma faute parce que je n'ai pas été très clair. Parce que justement, on est dans une stratégie narrative où il faut qu'on admette que les dés sont pipés, alors qu'on s'est présenté comme ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si j'ai parlé de hasard, en réalité, c'est que jusqu'à la toute fin, en réalité, dans les scénarios, il y a toujours la possibilité, à chaque fois que vous avez une vision, un événement un peu surnaturel, il y a toujours la possibilité d'une interprétation rationnelle. Et qu'il y a vraiment au milieu de la 4e saison où on commence vraiment à dire non. Tous ces événements-là, il y a en réalité ce qu'on a cru être du hasard, ce n'est pas du hasard. C'est qu'il y a une puissance supérieure qui va derrière. Donc ce qui était au départ présent, visible que pour 2 personnages, va finir par devenir de plus en plus prégnant. Et c'est l'interprétation à laquelle on est censé en fait faire le chemin de Baltar au départ. De dire voilà, tout ça c'est du hasard. Lui-même, plusieurs fois, il n'arrive pas à admettre que Head Six, c'est un guide. Il croit que c'est une hallucination, il croit qu'il est malade, il croit qu'on lui a implanté une puce. Enfin, il essaye toutes les portes de sortie rationnelles, et même lui, à un moment, il y a un épisode où il trouve la bonne solution, quand il faut détruire un endroit précis de la base des Cylons, et il pointe, il pense au hasard, justement, c'est le bon endroit. Alors il dit, oui, bah, c'est le hasard, j'ai eu de la chance, puis à la fin de l'épisode, il dit, oui, finalement, je suis l'instrument de Dieu. Et en fait, vous avez ce basculement tout le temps entre est-ce que c'est du hasard, est-ce que c'est voulu, qui nous laisse nous, justement sur la question habituelle, quand un événement arrive, est-ce que c'est un événement qui a été voulu par la Providence ou est-ce qu'effectivement c'est simplement le déroulement des choses et ça aurait pu se passer autrement? Pour revenir à ce qu'on avait, est-ce qu'il y a des multivers ou est-ce qu'au contraire notre univers il est coincé uniquement parce que tout ce qui arrive parce que c'est prévu? Et donc la solution à laquelle on est censé se rapporter à la fin, c'est de dire bah voilà, justement tout cet enchaînement d'événements, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas les scénaristes dans leur salle de réunion qui ont phosphoré, c'est parce qu'il y a une forme de nécessité pour parvenir à ce plan qui était l'humanité régénérée dans un nouveau lieu. Mais ça nécessite justement des interventions compliquées. Et le seul moyen, c'est que le hasard, si vous voulez, on croit au hasard jusqu'à la fin parce qu'il y a trop de hasard pour que ce soit du hasard. En fait, l'accumulation du hasard fait que soit vous êtes comme George Martin, vous dites bon ça va, ils nous arnaquent, là ils accumulent les trucs jusqu'à ce que ça soit plus crédible. Oui, c'est Lost ou les X-Files. À force de multiplier les trucs improbables, à la fin, on ne sait plus retomber sur nos pieds. Donc, on sort un truc de notre chapeau qui ne veut rien dire. Soit vous avez réussi à être convaincu par la stratégie narrative de dire la seule moyen d'expliquer tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a une puissance supérieure qui est à l'œuvre. À ce moment-là, vous rentrez dans la série. Pas ce qui est mon cas. Mais voilà. Je peux? Oui. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment, et ça recoupe vraiment ta question, Tyler, à mon avis, est vraiment pertinent, parce que là, pour le coup, même sur Battlestar Galactica, sans connaître en tant que tel, juste avec ta présentation, si la providence, c'est justement le Deus ex machina final de littéralement une apothéose divine, c'est-à-dire une sorte de réunion à Dieu, c'est-à-dire Dieu littéralement donne, voilà, c'est ça, donne la solution. Dans la religion, très souvent, justement, c'est pas le hasard, c'est le point final. Hein. La réunion à Dieu, la déification, c'est un des points finaux, un petit peu caractéristiques aussi de certains types de religions, notamment de certains monothéismes. Et du coup, visiblement, c'est très présent dans le cycle mormon. Donc, ce que tu disais au début, avec cette idée vraiment apothéotique à la fin de réunion à Dieu, c'est quelque chose qui est déjà de base dans le cycle mormon et qui en plus visiblement fonctionne sur un principe de temporalité comme ça. Et ce qui est intéressant là avec la structure narrative dont tu parlais, le fait qu'on peut ou bien
valider ce qui vient de se passer, ou bien on peut considérer que c'est totalement à côté de la plaque et que c'est vraiment récupérer des éléments scénaristiques improbables. Ce qui est intéressant avec Star Trek, c'est que ça arrive de la même manière parce que finalement, les prophètes eux-mêmes, enfin les aliens finalement, eux-mêmes vont faire de Sisko leur prophète, quoi. Ils vont, comme les Bajorins sont persuadés que c'est le prophète, bah, finalement les dieux également vont le voir. Enfin, c'est pas exactement de cette manière que ça se passe, mais globalement ils vont lui montrer qu'il a une destinée presque prophétique. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là que Star Trek ou bien nous perd totalement et on se dit quoi, un humain qui est récupéré par un dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre. Ou bien au contraire, on adhère au principe et on se dit d'accord, c'est bon, alors c'est des dieux certes pour les Bajorins, mais en soi c'est des extraterrestres qui sont juste extrêmement puissants, omnipotents. Ces extraterrestres ont décidé que Sisko serait aussi l'instrument d'un certain point auquel ils veulent accéder, et étant donné qu'ils sont tout puissants, ils peuvent effectivement aider Sisko à certains moments dans cette quête, et du coup notamment à un moment, Sisko a un problème militaire très grave. Globalement, ils vont se faire envahir par une espèce qui arrive par le wormhole, qui est déjà en guerre avec eux, mais là cette espèce va amener des renforts tout simplement, et du coup les dieux, seule fois absolument, c'est la seule fois qu'ils interviennent dans tout à ce niveau-là, dans toute la série, les 7 saisons, finalement annulent toute présence de la flotte qui arrivait par le wormhole. Donc la flotte disparaît totalement. Et en fait, donc là, ou bien on se dit qu'est-ce qui se passe, ou bien on se dit ce sont des êtres qui sont omnipotents, ils sont présentés comme ça. Et du coup là, ils ont accompli un Deus Ex Machina à proprement parler pour aider Sisko, parce qu'ils ont décidé effectivement que Sisko rentrerait dans ce système de prophète. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que je l'ai regardé, la série, j'ai pas du tout adhéré à ça. Je me suis dit, c'est le moment où la série, à ce niveau-là, m'a perdu. Bon, c'est à la fin, heureusement. Mais je me suis dit, waouh, voilà, tout à coup, ils nous mettent... il laissait ouverte la possibilité que ce soit des extraterrestres, et tout à coup, effectivement, il y a vraiment un principe religieux qui se met derrière, très fort et autres. Et moi, ça m'a un peu perdu, parce que je me suis dit, c'est dommage de ne pas laisser l'ouverture complètement. Et finalement, la deuxième fois que je l'ai vu, oui, les 7 saisons, je me suis dit... Bon, en fait, ça fait sens. Enfin, il y a un intérêt narratif, c'est un choix narratif, et le choix narratif est très bien construit, il n'y a aucun souci avec ça. Du coup, effectivement, ou bien on adhère, ou bien on n'adhère pas. Et là, ce qui est pratique dans Star Trek, c'est que les dieux sont visibles. C'est que les dieux, ils vont, enfin, visibles. Ils sont pas visibles, mais globalement, ils vont pseudo s'incarner pour parler aux gens, enfin, pour parler à Sisko 1 ou 2 fois, quoi. Et donc, on comprend dans quel schéma ils rentrent, quoi, parce que Dieu arrive en disant... Sisko, désolé, mais tu as une destinée à accomplir. Alors, c'est peut-être pas ta destinée de toute ta vie, c'est en tout cas la destinée que tu as actuellement sur les 30 prochaines années, désolé. Et donc en fait, on a vraiment la visibilité du Dieu qui permet, là, pour le coup, de rentrer dans un système où on peut mieux croire, finalement, le ressort scénaristique. Laisse la parole. Non, vous ne souhaitez pas répondre. On va du coup conclure là. Je vais passer la... Merci beaucoup pour vos interventions très riches. Merci pour ces commentaires aussi très stimulants. Et puis, je laisse la parole à Franck qui va vous donner des informations.